Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En sommaire, la COP 15, parvenir à un accord commun pour lutter contre les sécheresses, c'est l'objectif de cette conférence qui suscite de l'espoir face à la dégradation des sols. Nous reviendrons sur les attentes des 7000 délégués. Préservation du réseau routier. La tolérance de la surcharge des camions sur les routes passe de 20% à 15% à partir du 1er juin. Les chauffeurs sont invités à respecter cette mesure. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a entrepris une tournée de sensibilisation. Et puis la 12e édition du Salon international du livre a ouvert ses portes le mardi dernier. Pays à l'honneur, le Sénégal. Quel engouement auprès des élèves et des étudiants. Reportage dans quelques instants. C'est demain, vendredi, que se fermeront les portes de la COP 15 sur la désertification et la sécheresse. Parvenir à un accord commun entre les États représentés pour lutter contre les sécheresses, c'est l'objectif de cette conférence. La rencontre suscite de l'espoir face à la vitesse de dégradation des sols et à l'avancée rapide du désert. Les attentes des 7000 délégués venus de 196 pays sont bien nombreuses. Retour sur les enjeux de la rencontre avec Pierre Dipomélin et Eric Kim. Restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, renforcer la préparation et la résilience à la sécheresse, affronter les risques croissants de catastrophes telles que les tempêtes de sable et la poussière, promouvoir les emplois décents basés sur la terre pour les jeunes et renforcer la participation des jeunes au processus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sont entre autres les attentes des délégations venues de plus de 190 pays. Parmi eux, des politiques, des diplomates et des responsables d'ONG engagés dans le combat de la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire, qui a succédé à l'Inde dans l'organisation de cette conférence des parties, a clairement affiché ses ambitions à l'ouverture de la COP 15 lors du sommet des chefs d'État. Le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté à ses pairs, mais surtout aux partenaires techniques et financiers, l'initiative d'Abidjan. Une réponse de la Côte d'Ivoire aux problématiques abordées par la COP 15. Elle a pour objectif de restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030-2050. L'initiative d'Abidjan devrait donc contribuer à un changement structurel de l'économie agricole ivoirienne et à la croissance économique, tout en réduisant les niveaux de pauvreté dans les zones rurales. L'implication de la Côte d'Ivoire dans ce combat n'est pas fortuite. Le pays est essentiellement agricole. Selon les experts du système des Nations Unies, ce sont environ 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie nord du pays qui sont affectés par les terres dégradées. Cette situation, qui affecte la productivité et la fertilité de ces sols, menace fortement la sécurité alimentaire du territoire national. Pourtant, l'agriculture constitue un pilier majeur de l'économie de la Côte d'Ivoire et représente plus d'un quart du produit intérieur brut et plus de 75% des exportations. Elle est le principal moyen de subsistance des 2/3 des ménages en Côte d'Ivoire et emploie près de 70% de la population active. La structure de certification Codinorm étend désormais ses activités aux énergies renouvelables. Les compétences de ce secteur seront bientôt certifiées. Objectif, garantir un service de qualité aux usagers. La commune de Cocody a accueilli la cérémonie de lancement des activités de ce projet. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedou. Plusieurs entreprises et professionnels des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ont pris part à cette rencontre qui a permis d'échanger sur la nécessité d'offrir aux consommateurs des installations sécurisées et une énergie de qualité. Toutes choses qui ne peuvent se faire sans des ressources humaines dont la compétence est avérée et certifiée. Il y a lieu véritablement de qualifier des personnes, de reconnaître des compétences. Il y a ceux qui ont fait le cursus classique et normal, et puis il y a ceux, bien sûr, qui ont appris sur le tas et qui parfois ont des compétences qu'il faut reconnaître. Les enjeux sont importants parce que, vous savez, aujourd'hui on parle d'énergie renouvelable et ainsi de suite. Alors ces installations peuvent être des échecs lourds lorsque les panneaux, par exemple, solaires ne sont conformes aux normes, et puis lorsqu'on n'a pas des personnes compétentes pour faire les installations. La certification des compétences pour les métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique bénéficie de l'appui de la coopération allemande à travers la GIZ. Le projet formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique est mis en œuvre dans le cadre
du partenariat pour encourager les réformes entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. C'est dans ce contexte que le projet Profer est entré en collaboration avec Codinam pour donc mettre en place ce dispositif de certification des personnes pour valoriser les compétences en énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'énergie renouvelable est une priorité pour la Côte d'Ivoire. La Direction générale de l'énergie collabore donc depuis quelques années avec la GIZ à travers son projet formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En vue de rendre opérationnel l'audit énergétique obligatoire et l'exercice de l'activité d'autoproduction à partir des énergies renouvelables, il était nécessaire de disposer de compétences et de ressources humaines de qualité sur le marché ivoirien. Face à cette exigence, le ministère en charge de l'énergie a saisi la GIZ qui a bien voulu aider à mettre en place un dispositif de certification des compétences en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable via le projet Profer. La Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 grâce à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Lutter contre les accidents de la route implique une préservation du réseau routier. C'est pour cela que la réglementation de l'UEMOA sur le transport routier va rentrer en vigueur en Côte d'Ivoire le 1er juin prochain. Elle prévoit une réduction de la tolérance de la charge de la surcharge des camions sur les routes qui passe de 20% à 15%. Et le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier sensibilise les transporteurs. Le reportage de Salefi Alekwe et de Mathurin Badé. La tolérance de la surcharge des camions sur les routes passe de 20 à 15% à partir du 1er juin 2022. Cette décision de l'UEMOA vise entre autres à la préservation du bon état du réseau routier. Avant cette date, le Haut Conseil des entreprises de transport routier a décidé de descendre dans l'arène en vue de sensibiliser les transporteurs. Le directeur de cette organisation, Brahima Diaby, était à la gare de fret de Vridi pour une opération de sensibilisation. Dans les facteurs qui ont été retenus comme étant les facteurs de dégradation du réseau routier, vient en bonne place la question de la surcharge des camions. Et comme nous en sommes conscients, et nous savons qu'en tant qu'opérateurs, la surcharge a deux impacts négatifs sur notre travail. Premier impact, c'est la vie du conducteur qui est en jeu. Deuxièmement, c'est la vie du matériel roulant qui est en jeu. Et troisièmement, c'est la vie du réseau routier qui est en jeu. Alors, pour ces trois raisons, les transporteurs et les conducteurs routiers s'engagent à respecter le règlement 14. Les conducteurs sont bien conscients des enjeux des nouvelles règles. La dégradation des routes n'est pas profitable à nous. Nous vivons les réalités sur le terrain. Tant ces routes-là sont réhabilitées, sont en bon état, alors c'est au profit d'abord des conducteurs routiers. Tous les efforts qui concourent, en tout cas à la préservation de la route, l'Union des conducteurs routiers s'est engagée et s'engage pleinement. Prochaine étape de cette caravane de sensibilisation, Bouaké, la deuxième ville du pays. La 12e édition du Salon international du livre s'est ouverte le mardi dernier. Depuis 3 jours, le monde livresque, écrivains, éditeurs, imprimeurs et lecteurs parlent de leur engagement pour un lectorat africain actif et durable. Femmes, hommes et de tous les âges ont pris d'assaut les stands pour s'offrir les livres, s'informer et faire la connaissance des auteurs. Le reportage de Brice Yanwa et de Mathurin Badé. C'est reparti pour le Salon international du livre d'Abidjan. Depuis hier mardi, partenaire et acteur de la chaîne du livre en Côte d'Ivoire, renoue avec les rencontres et les échanges. À la tribune des premiers panels, des écrivains, hommes politiques. Parmi eux, l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et l'ex-porte-parole du parti au pouvoir, Joël N'Guessan. La réconciliation, elle est une opportunité pour tout le monde, pour ceux qui ont souffert comme ceux qui ont fait souffrir. Et donc, mais pour cela, il faut que vous preniez la parole, que vous apportiez des arguments à travers vos écrits sur cette problématique pour conscientiser, pour que les gens comprennent, pour que les gens s'engagent dans cette voie. C'est comme ça que vous pouvez influencer la marche de notre pays. Si j'ai écrit cet ouvrage en disant l'éternel recommencement, c'est parce que c'est un constat que j'ai fait. Ce n'est pas un constat qui est lié à un parti politique. C'est un constat qui est fait
au niveau de la classe politique de manière globale, c'est de constater que nous avons de la difficulté à prononcer le mot pardon. Alors que ce sont nos faits, nos dits, nos actes qui ont créé les problèmes. Avant eux, l'ex-première dame Simone Gbagbo était l'hôte de ses pairs écrivains et du public. J'ai fait au cours de mon parcours quelque temps à l'Institut de linguistique appliquée. Et cela m'a permis de comprendre qu'une des clés pour maîtriser la langue française en Côte d'Ivoire, qui est une langue étrangère, quoi qu'on dise, c'est d'abord d'accorder de l'importance aux langues nationales. Et comme les représentants du ministère de l'Éducation sont là, je voudrais encore faire ce plaidoyer là. Occasion de retrouvailles, le SILA est également un moment de découverte. C'est le cas de ce stand d'éditeurs venus des Caraïbes. Les écoliers bénéficiaires prennent du plaisir à suivre un conte via cette innovation. J'ai trouvé l'histoire très chic et drôle et puis très amusante. J'étais émerveillée par l'histoire et par la dame qui elle est très bien. L'histoire était très intéressante et ça m'a vraiment touché au cœur parce que c'est ma première fois de lire une histoire comme ça. Écrivain de la nouvelle génération, Bala Moussa Konaté opte, lui, pour des échanges dans le milieu de sa cible, les membres de la communauté éducative. Face à des acteurs de l'école, réunis au lycée municipal de Koumassi, il vend son bébé littéraire, le proviseur Choco. Nous sommes dans un temps où il faut se rapprocher et des parents d'élèves et des élèves. Il faut être le plus proche d'eux, le plus flexible, le plus ouvert possible. Et donc Choco, c'est pour dire que le proviseur doit être un homme ouvert, un homme près de ses collaborateurs, un homme près de ses élèves, mêlé à eux, à leur réalité, pour bien vivre et bien régler leur situation. Au terme des échanges, place à la dédicace de l'œuvre que des participants se sont empressés de s'offrir sur place en soutien à l'écrivain qui prépare le tome 2. Parlons maintenant d'art oratoire. Le concours féminin d'art oratoire et de débat poursuit sa tournée dans les villes de l'intérieur du pays. La commune de Dabou a abrité ce mardi la 5e édition de ce rendez-vous qui fait la promotion du leadership féminin. Nadia Idja et Mathieu Mbadé vous proposent la finale de cette édition dans ce reportage. Tous les auteurs de la violence sur le genre. Jackie Loua Beraka, en classe de seconde, remporte le prix de la meilleure débattrice à la 5e édition du concours féminin d'art oratoire et de débat organisé par l'ONG Audace. Le premier prix de la meilleure oratrice, quant à lui, est revenu à Michel Kofi, en classe de 4e, qui a su surmonter son handicap linguistique, tandis que le prix de la meilleure équipe de débat a été remporté par le collège Jeune Fille de Dabou. Elles repartent les mains chargées, mais aussi avec la sensation d'une expérience acquise. Je suis très ravie parce que je ne m'attendais pas à gagner. On dit que j'ai un handicap. On doit retenir qu'on ne doit pas marginaliser la femme. Nos cadrans nous ont beaucoup encouragés. Ça nous a permis de ne pas être trop stressés devant le public. Déjà, parler en public, c'est quelque chose de difficile. Mais grâce à ce concours, je peux m'exprimer librement devant des personnes sans avoir honte et stresser et tout ça. Pour cette 5e édition, les candidates se sont respectivement affrontées en art oratoire et en débat autour des thèmes la valorisation de l'image de la femme, condition de son épanouissement, et la loi est-elle la seule voie pour lutter contre les violences basées sur le genre? Une finale réussie selon les initiateurs du concours. Elles ont travaillé depuis des mois sur des thématiques qui ne sont pas faciles. Elles ont fait des recherches et elles ont réussi à parler devant le public. Une jeune fille qui arrive à bien s'exprimer, c'est vraiment très fort. Donc pour nous, c'est important de participer à ce projet, d'accompagner ce projet et puis de créer ces jeunes filles qui seront les leaders de demain. L'année dernière, nous avons eu des bonnes candidates. Cette année aussi, ce qui montre que les filles apprennent, elles continuent de se battre. Et bien sûr, nous entendons nous inscrire dans la pérennité par rapport à ce type d'action. Après les 2 premières éditions à Abidjan, le concours s'est poursuivi à Grand-Bassam, puis à Songon. L'objectif des organisateurs est de l'étendre sur le territoire national pour un plus grand impact sur la jeunesse féminine.
Ce soir, nous allons faire un zoom sur une femme qui est pour plusieurs un modèle de réussite scolaire, universitaire et de promotion des PME. Après un parcours universitaire réussi aux États-Unis, où elle se classe parmi les meilleures des universités prestigieuses, Afou Samb, c'est d'elle qu'il s'agit, est revenue en Côte d'Ivoire avec une idée en tête, contribuer à l'éclosion des PME dynamiques et compétitives du pays, une motivation qui a fait d'elle la plus jeune directrice de cabinet du ministère en charge de ces entreprises. Les explications de Nadia Ida, de William Akiré et de Roméo Tapé. À moins de 30 ans, Afou Samb, diplômée de l'université Harvard aux États-Unis, est la plus jeune personne à occuper le poste de directeur de cabinet en Côte d'Ivoire. Une responsabilité qui ne l'écarte pas de sa vie de famille. Quand je suis au boulot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je me concentre là-bas. Et quand je suis à la maison, tant qu'elle est réveillée, je passe du temps avec elle. J'essaie de rentrer avant qu'elle se couche. Et après, passer aussi du temps avec mon mari. Après, même si je dois me reconnecter pour travailler le soir, ça ne me dérange pas. Mais... Multitâche, chaque minute qu'elle passe le long du trajet pour le travail est précieuse. Entre lecture de l'actualité, consultation des mails, messages et appels à passer, Afou Samb ne perd pas une seconde. Après ses études dans des universités prestigieuses, telles que Wharton et Harvard aux États-Unis, et un double diplôme en master d'administration des affaires et administration publique, Afou Samb rentre avec une idée en tête, développer les petites et moyennes entreprises. On veut les aider à être plus performants, on veut les aider à lever des fonds, parce qu'on sait qu'il y a des ressources qui sont disponibles, mais comment faire le matching entre les personnes qui en ont besoin et les personnes qui veulent en donner. Comme très souvent, Afou Samb passe au centre incubateur qu'elle a mis sur pied au sein du ministère de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Sur place, elle transmet ses connaissances en développement de PME pour le bonheur des entrepreneurs. Revenue des États-Unis avec un savoir-faire, Afou Samb insuffle sur son passage son expérience américaine en matière de collaboration professionnelle. J'essaie d'aller de manière très proactive vers eux, de leur faire comprendre un peu la démarche, même si l'administration voudrait que je passe par leur directeur, qui va passer au sous-directeur, qui va arriver aux agents. Souvent, c'est plutôt déjà très efficace d'aller directement vers eux, bien sûr, en ayant déjà échangé avec leurs supérieurs, de telle sorte qu'on respecte un peu le protocole. Mais après, moi aussi, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle personne, donc je viens avec certaines habitudes. Comme Afou Samb, nombreuses sont les femmes de divers secteurs d'activité à vouloir sortir du lot et s'illustrer positivement dans la promotion du genre, des PME et des droits de la femme. En politique, cette réunion du directoire du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix hier à son siège à Cocody, cette 6e séance de travail, a permis de faire le point des missions et d'examiner les feuilles de route de certaines structures du parti. On en parle avec Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Les missions envoyées sur le terrain avaient pour but d'évaluer 345 départements politiques créés récemment dans le cadre de la restructuration du parti. Le compte-rendu des différentes étapes de ces missions, présenté par le secrétaire national chargé de l'organisation du parti, a rencontré l'assentiment des membres du directoire, qui a toutefois demandé que le travail entamé soit achevé. Le directoire a pris bonne note du compte-rendu d'étapes des missions de restructuration déployées sur le terrain. Au terme de cet exposé, le territoire a noté avec satisfaction les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées ces missions de restructuration. Celles-ci ont occasionné une adhésion, une grande mobilisation au sein des bases du parti. Le directoire a donné des instructions au secrétariat national chargé de l'organisation, de l'implantation et des adhésions du parti à l'effet de proposer les ajustements définitifs des départements politiques et de parachever le fichier des militants. Les feuilles de route de 4 secrétariats du parti ont également été examinées au cours de cette rencontre qui a accouché de nouvelles orientations pour les batailles futures. Le processus de restructuration est prévu pour s'achever en fin d'année avec les élections à la tête des structures spécialisées du parti. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. À demain et prenez soin de vous.